Voilà, troisième partie de cette édition avec Territoire Sénat et les titres de cette actualité parlementaire et politique ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Le Sénat demande des comptes à l'exécutif. Après les violences qui ont émaillé les manifestations samedi, Christophe Castaner et Bruno Le Maire sont convoqués demain au Sénat. Édouard Philippe admet des dysfonctionnements et parle d'un dispositif insuffisant. Il fera des annonces ce matin. L'autre actualité cette semaine au Sénat, c'est l'examen de la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, un texte censé répondre à un double défi, la réduction de la fracture territoriale en matière de transport et l'urgence environnementale. Les sénateurs, eux, jugent que la loi n'est pas financée. C'est la fin du grand débat. Parmi les propositions plébiscitées par les Français, la réduction du nombre de parlementaires. Mais des doutes subsistent au sein même de la majorité présidentielle. La mesure va-t-elle être abandonnée? Nous poserons la question à Jean-Philippe Derosier. Ils vont devoir s'expliquer. Christophe Castaner et Bruno Le Maire sont convoqués demain au Sénat. Ils vont répondre aux questions de la Commission des lois et de la Commission des affaires économiques après les violences qui ont émaillé les manifestations samedi. Pour Emmanuel Macron, tous ceux présents sur les Champs-Élysées samedi sont complices. Édouard Philippe admet, lui, des dysfonctionnements et parle d'un dispositif insuffisant. Il fera des annonces ce matin. Je vous propose d'écouter le député de Paris, Pierre-Yves Bournazel. Il était notre invité à l'instant. Il faut prendre des mesures fortes, des nouvelles mesures, puisqu'on a vu que samedi, il y avait eu beaucoup de problèmes extrêmement graves, et ça ne peut plus durer, je l'ai dit tout à l'heure, et donc il faut prendre de nouvelles mesures. Moi, je fais confiance au gouvernement pour prendre ces nouvelles mesures, car comme Parisien, je dis, ce n'est plus possible que notre ville soit souillée, soit abîmée de la sorte. Est-ce que quand on revoit les images, les kiosquiers, ce ne sont pas des capitalistes dangereux. Ce sont des gens qui vivent humblement de leur revenu du travail. Ces familles qui étaient coincées dans les immeubles, c'est une honte. Ils auraient pu mourir. Donc ces individus qui commettent ces exactions sont pour moi des criminels et doivent être mis hors d'état de nuire. Voilà. Alors, je crois que c'est la priorité qu'on attend évidemment du gouvernement qui a une mission extrêmement difficile. L'autre actualité cette semaine au Sénat, c'est l'examen de la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités. Un texte censé répondre à un double défi, la réduction de la fracture territoriale en matière de transport et l'urgence environnementale. Les sénateurs jugent, eux, que la loi n'est pas financée. Élément de réponse avec Alizée Boissin. Sur les transports de demain, les visions diffèrent entre gouvernement et Sénat. La Chambre haute, représentante des collectivités territoriales, est en première ligne. Le 6 mars, la Commission de l'aménagement du territoire a remanié le texte qu'elle jugeait incomplet. Au total, 240 amendements ont été adoptés, parfois à l'unanimité. Sur ce texte, les sénateurs dénoncent de nombreuses lacunes présentes dans la version du gouvernement, notamment sur le volet financier. On donne aux intercommunalités la compétence en matière de mobilité, c'est-à-dire en matière de transport, mais on ne leur donne pas les moyens d'exercer cette compétence. Et mettre en place des services de mobilité, des services de transport, ça coûte de l'argent. Et on sait très bien aujourd'hui que les collectivités n'ont pas beaucoup d'argent à consacrer à de nouvelles compétences. Donc on a à cœur de donner aux collectivités les moyens d'exercer cette compétence. Les sénateurs souhaitent que le milliard d'euros récolté grâce à la TICPE, cette taxe sur les produits énergétiques, soit entièrement consacré au portefeuille de la mobilité. Il s'agit d'un minimum pour les élus, car les fonds sont encore loin de couvrir les investissements nécessaires à la rénovation des réseaux vétustes. Mais le Sénat a aussi ajouté d'autres points. Inciter au développement de nouvelles infrastructures dans les zones où les offres de mobilité sont rares. Favoriser les déplacements à vélo en créant un schéma national des routes pour bicyclettes. Créer des voies et places de stationnement pour véhicules à faible émission. Autre sujet manquant pour les sénateurs, l'avenir des petites lignes ferroviaires. Le texte sera débattu en séance publique à compter du 19 mars. Voilà, deuxième interview politique de notre émission. Dans un instant, c'est le face-à-face. À tout de suite. Voilà, c'est David Assouline, notre invité, sénateur socialiste de Paris. Merci d'être avec nous sur ce plateau, David Assouline. Bonjour. Bonjour David Assouline, vous êtes élu de Paris, vice-président du Sénat. Votre réaction après les violences qui ont émaillé les manifestations samedi, les Champs-Élysées saccagés, est-ce que le gouvernement est comptable et responsable de ce qui s'est passé? Le gouvernement est toujours comptable, c'est cela gouverner. Donc manifestement, on prévoyait, on savait que ça allait être particulièrement dangereux ce samedi-là. Le dispositif n'a pas été adapté. Il y a eu des dysfonctionnements, le gouvernement le reconnaît lui-même. Il faut des explications parce que c'est pas la première fois. Il y a, on dirait, un amateurisme dans la direction
politique de ce qui se passe. Les victimes sont des policiers, des pompiers, des citoyens parisiens. C'est insupportable, ça ne peut plus durer. Une ville ne peut pas soutenir pendant plusieurs mois tous les samedis des destructions aussi violentes et des atteintes à la liberté de circuler pour beaucoup de citoyens parisiens, parce que voilà, il y a des jeunes, il y a des familles qui sont pris dans ces nasses. J'ai des témoignages dingues, quoi. Ils se retrouvent dans des situations de quasi-guerre sans aucune défense possible, et ça doit cesser. Laurent Nunez, ce matin, sur RTL, Laurent Nunez, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, dit « Il faut qu'on analyse les dysfonctionnements. Est-ce que la chaîne de commandement a dysfonctionné ? Peut-être à cause d'un travail de sape sur les LBD. » Est-ce qu'il y a eu un travail de sape sur les LBD ? Non, mais très franchement, c'est se cacher derrière son petit doigt. D'abord, dans la chaîne de commandement, ça veut dire qu'on va chercher peut-être des lampistes au plus bas de la chaîne. Quand on est au gouvernement, on assume la façon dont on prévoit les choses. Par exemple, c'est un choix de décider que plusieurs compagnies de CRS soient cantonnées à protéger l'Élysée, qu'il faut protéger, parce qu'il faut absolument que tous les endroits du pouvoir, l'Assemblée nationale, etc., ne soient pas l'objet de violences. Mais avoir décidé de laisser sur les Champs-Élysées à peu près 1500 casseurs identifiés assez tôt dans la matinée, c'est un choix. C'est un choix de laisser se défouler sur un certain nombre de commerçants et de magasins cette violence pour pas qu'elle aille ailleurs. Les forces de l'ordre avaient comme consigne de laisser faire, c'est ce que vous nous dites ? Non, je ne dis pas ça. Je dis... Peut-être, de toute façon, il y a des explications à donner, mais il y a eu un choix stratégique qui a sous-estimé ce qui pouvait se passer là, et c'est encore un mauvais choix après plusieurs. Moi, je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, je ne vais pas donner des leçons. Ce que je sais, c'est que politiquement, quand on dirige, quand les choses n'ont pas fonctionné, on assume, et on ne cherche pas dans la chaîne où... Dans l'opposition, parce que les LBD n'ont pas prouvé d'efficacité à aucun moment, donc c'est pas parce qu'il manquait du LBD. Il y a des possibilités d'arrestation préventive sur réquisition du procureur, sans aller jusqu'à ce qu'il nous propose dans la loi d'aujourd'hui qu'on conteste. Elles n'ont pas été utilisées beaucoup, donc, alors qu'on connaissait et qu'on savait qu'il y aurait des dangers. Donc le Sénat, par exemple, remplit à nouveau son rôle. Voilà, précisément. Christophe Castaner, Bruno Le Maire auditionnés, convoqués demain par le Sénat. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces auditions ? Moi, je crois que, d'abord, le Sénat est dans son rôle, vous l'avez remarqué. Quand on est l'opposition, qu'on nous écoute peu sur les lois, eh bien, on a au moins quelque chose où on n'a pas d'autorisation à demander, parce que c'est un droit constitutionnel, même un devoir constitutionnel. On contrôle l'action du gouvernement. Franchement, à quoi servirait-on si, quand il y a autant de questions à se poser, sur le plan du maintien de l'ordre, on a des explications à voir, et peut-être qu'il y aura des bonnes explications, mais en tous les cas, on les veut. Et puis, sur le terrain économique aussi, comment on va aider ces commerçants ? Comment on évalue l'impact que ça a sur l'économie et le rayonnement économique de la France dans le monde? Quels sont les impacts sur l'économie française? Tout cela, on a besoin que ces deux ministres viennent nous donner des explications et des éclaircissements à nos interrogations. David Assouline, dans le reste de l'actualité, il y a la situation à gauche et les européennes. Olivier Faure et le PS ont intronisé Raphaël Glucksmann comme tête de liste aux européennes. Objectif que la gauche se rassemble. Enfin, je vous propose d'écouter justement Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Il faut changer. Vous l'avez dit, nous avons fait 6% à l'élection présidentielle. Et donc, la question maintenant, c'est de savoir si on continue à considérer qu'on fait comme avant, ou est-ce qu'on cherche au contraire à s'ouvrir à nouveau à d'autres? On nous a tellement reproché d'être repliés sur nous-mêmes. Eh bien, moi je souhaite au contraire faire l'inverse. Est-ce que Raphaël Glucksmann, c'est un bon choix? Il n'est pas socialiste. Est-ce que c'est un bon choix pour prendre la tête de liste socialiste aux européennes? C'était un choix possible, en tous les cas, un choix d'alliance, d'ouverture, de dépassement du Parti socialiste. Et quand on dit qu'on veut l'unité et qu'on ne pose aucun préalable, c'est-à-dire qu'on ne pose pas le préalable que tout le monde pose souvent pour se défausser et refuser l'unité, qui est qu'on soit la tête de liste, parce qu'on serait dans une position hégémonique qu'on n'a plus. Olivier Faure le dit, eh bien, c'est un choix. On partage les combats essentiels qu'il faudra mener
dans cette présidentielle, en refusant un face-à-face entre les libéraux, ultralibéraux et les populistes et les nationalistes. Mais pourquoi le PS n'a pas la tête de liste ? Il n'est pas en mesure aujourd'hui d'avoir la tête de liste à gauche ? Bon, écoutez, vous avez quand même remarqué qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que nous avions la majorité au Sénat, à l'Assemblée nationale, la présidente de la République, la majorité des régions, la grande majorité des villes importantes dans ce pays, et au fur et à mesure, on a été réduit à 6% et nous avons perdu des milliers d'élus. Donc nous sommes dans une situation de reconstruction d'une gauche démocratique. Donc c'est le bon choix. Mais c'était une des voies possibles, et je pense que c'est le bon choix dans la situation actuelle, parce que quand il y a un allié qui dit OK, on commence, ça ne veut pas dire que ça doit être la fin, je pense qu'il faut continuer à rassembler, mais je veux dire à ceux qui, notamment dans mon parti, se sont mis à brandir l'identité socialiste, qui serait nier le drapeau socialiste. Pensez peut-être à Stéphane Le Foll, qui a quitté le Bureau national. Je pense à ceux qui contestent cela. Alors, certains peuvent être de bonne foi, pensent qu'il suffit de brandir un drapeau pour exister, mais d'autres le font de mauvaise foi, parce que ce qui a abîmé l'identité socialiste, ce qui a fait que les électeurs ne nous ont plus reconnus dans notre identité de socialiste, c'est quand on a fait des milliards de CICE sans contrepartie, qui n'était pas prévu dans notre programme, quand on a proposé une réforme de la déchéance de la nationalité qui a heurté beaucoup de nos électeurs, et quand on a fait certains éléments de la loi travail qui sont contraires au combat des socialistes pour la défense des salariés. Par exemple, quand on a nié l'apport du Parti socialiste parce qu'on était au gouvernement, quand on a considéré que quand on est au gouvernement, le Parti socialiste doit se taire et doit répéter la doxa gouvernementale et ne pas exister par ses propres propositions. Donc tout cela a dilué l'identité socialiste. Et aujourd'hui, il faut le reconquérir sur le fond, pas seulement en agitant un drapeau. Il va falloir renforcer nos principes, nos valeurs et nos combats de socialistes. Reconquérir l'identité socialiste, très bien. Pour terminer, David Assouline, vous êtes vice-président du Sénat. J'aimerais vous entendre sur l'affaire Benalla, le bureau du Sénat qui doit se prononcer jeudi sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête. Si le Sénat fait le choix de ne pas transmettre les cas d'Alexis Collère, de Patrick Stroda et du général Lavergne, est-ce qu'il se déjugerait lui-même? Bruno Retailleau dit contredire les conclusions de la commission d'enquête serait une erreur. Quelle est votre position? Écoutez, ça serait en tous les cas complètement illogique. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le travail de fond, ce sont les membres de la commission d'enquête dans leur pluralité. Je crois qu'il y a eu un vote à l'unanimité du rapport, avec ses précisions. C'est-à-dire que c'est un rapport très précis qui nuance entre M. Benalla, M. Kras et les autres. Il n'y a pas exactement les mêmes attendus dans la transmission, etc. Et justement, précisément, faut-il également transmettre les cas de ces trois collaborateurs? Mais il y a des travaux. La commission d'enquête demande que tout le rapport soit transmis. Voilà, donc c'est ça factuellement qui est demandé. Eh bien oui, il faut que tout le rapport, qui a beaucoup d'éléments, de témoignages, de documents, etc., et soit dans les mains de la justice pour qu'elle fasse son appréciation. Ça ne peut pas remplacer la justice, mais je ne vois pas, d'ailleurs je pense que peut-être que la commission d'enquête aurait pu saisir directement la justice. Donc là, on nous demande de confirmer un travail unanime d'une commission qui a travaillé sur le fond et en détail, beaucoup plus que moi qui va devoir... Je n'ai pas d'éléments politiques pour déjuger et je pense que ce ne serait pas un bon signe. David Assouline, vous êtes aussi un spécialiste de la culture et de l'audiovisuel. Sur ce plateau, il y a quelques jours, Franck Riester a indiqué que dans la prochaine loi sur l'audiovisuel, la nomination des présidents ou des présidentes de l'audiovisuel public serait faite par les conseils d'administration. À votre place même, quelques jours après, Catherine Morin-Desailly, sénatrice, votre collègue, s'est dit favorable. Et vous? Moi, je ne m'oppose à rien de ce type. Mon seul principe, c'est, depuis toujours d'ailleurs, c'est l'indépendance de ceux qui sont nommés. C'est une garantie d'indépendance, ce mode de nomination nouveau? Non, il n'y a jamais de garantie d'indépendance par une forme. Donc, je pense qu'il y avait indépendance à partir du moment où les membres du CSA étaient nommés à la majorité qualifiée par les deux assemblées par un vote positif, à l'inverse de ce qu'il y avait avant sous Nicolas Sarkozy, et qu'un conseil d'administration peut être une bonne formule si la majorité ne sont pas nommés par le gouvernement dans le conseil d'administration. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme pour l'instant, la seule formule que j'ai vue concrète de forme de conseil d'administration, c'est un conseil d'administration où la majorité serait nommée par Matignon, c'était une proposition de M. Gattolin, eh bien je dis non, ce n'est pas indépendant. Donc la forme
m'importe peu à partir du moment où toutes les garanties d'indépendance sont là. Je remarque que penser que c'est ça qui va modifier les choses, alors que sous ce quinquennat, déjà plusieurs nominations ont eu lieu par le CSA sans que personne ne dise que c'était pas indépendant, est une contradiction. J'espère qu'il y aura plus d'ambition à la réforme de l'audiovisuel. Merci David Assouline, sénateur socialiste de Paris. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat cette semaine. On vient d'en parler, il faudra suivre demain à 16h30 les auditions de Christophe Castaner et de Bruno Le Maire, les deux ministres auditionnés devant la Commission des lois et la Commission des affaires économiques sur les violences commises samedi à Paris. Édition spéciale à suivre en direct sur notre antenne dès 16h30. Mardi, toujours à 14h30 en séance, le projet de loi d'orientation des mobilités, un texte important que les sénateurs ont profondément modifié. Puis enfin, jeudi matin 8h30, bureau du Sénat sur les suites à donner au rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Et puis dans le reste de l'actualité, la fin du grand débat selon un sondage Odoxa pour le Figaro. Les Français attendent en priorité des mesures sur le pouvoir d'achat et la fiscalité. Ils espèrent une baisse de la TVA sur certaines catégories de produits. Et puis un Français sur 3 demande la réindexation des retraites sur l'inflation. Élément de réponse, Flora Sauvage. Voilà, pour l'agenda. Après 2 mois de grand débat, le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations des participants. Première priorité des Français, selon un sondage Odoxa pour le Figaro, la réindexation des retraites sur l'inflation. Une revendication à laquelle le Premier ministre Édouard Philippe n'est pas totalement opposé. C'est vrai que pour beaucoup de nos concitoyens qui touchent des petites retraites, cette désindexation qui fait que le pouvoir d'achat est un peu rogné, il faut bien le reconnaître, est une préoccupation, est une vraie préoccupation. Et j'entends aussi un certain nombre de voix qui disent, dans ce cas-là, faisons en sorte pour l'année 2020, de réindexer, alors en tout ou partie, mais de réindexer notamment les petites retraites. Au Sénat, cette réindexation des retraites sur l'inflation fait grincer des dents. C'est un peu le pompier pyromane quand même, parce que les mêmes qui avaient supprimé l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation le reproposent aujourd'hui. Donc c'est corriger une erreur que nous avions dénoncée en son temps lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Nous avions vigoureusement critiqué cette proposition, à juste titre me semble-t-il. Deuxième priorité des Français à l'issue du grand débat, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, comme le gaz, l'électricité ou l'alimentation. Autre mesure plébiscitée par les personnes interrogées, l'augmentation du SMIC. Arrivent ensuite la réduction du nombre de parlementaires, le rétablissement de l'ISF ou encore la lutte contre la fraude aux aides sociales. Autant de revendications auxquelles l'exécutif va devoir se confronter. Voilà, on passe à une rubrique habituelle maintenant, l'œil 2 avec l'éclairage de Jean-Philippe Derosier dans un instant. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau pour nous éclairer. Bonjour Jean-Philippe, une des propositions qui ressort du grand débat, on vient de voir ce que veulent les Français, eh bien c'est la réduction du nombre de parlementaires, c'est d'ailleurs une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Pourtant des doutes surgissent au sein même de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il faut mener la mesure à son terme et quelles seraient les conséquences ? Alors, on comprend que ce soit l'une des revendications parce que c'est une mesure populaire. Il y a un certain nombre de parlementaires, on va y revenir. Ça nécessite un budget. On veut faire des économies pour les affecter ailleurs. Donc, on se dit, bon, on va baisser le nombre de parlementaires parce que il y en a 925, pourquoi pas fonctionner à 700 ou à 800. Et ce qu'on va gagner, on va l'affecter ailleurs. Mais plus que populaire, la mesure est populiste et en réalité surtout anti-parlementaire parce qu'on a besoin de représentation. La France est un très grand territoire, 550 000 km², une population somme toute importante, l'une des plus importantes d'Europe, 67 millions d'habitants. Et donc, il faut que tout cela soit représenté au niveau national. Et pour cela, on a besoin de parlementaires. Et lorsque l'on cherche des interlocuteurs, justement, comme dans le grand débat, certes, il y a les maires, certes, il y a les élus locaux, mais il y a surtout les parlementaires qui ensuite vont voter les lois. Et lorsque l'on avance l'argument de dire on va les réduire parce qu'on ne les voit jamais, c'est complètement contre-productif parce que si on en réduit le nombre, on les verra encore moins, étant donné qu'ils auront un territoire plus grand à représenter et une population plus importante à prendre en compte. Alors, est-ce que cette mesure peut être réalisable ? La majorité à l'Assemblée nationale,
bon, sans doute, elle suivra l'Élysée, elle suivra Emmanuel Macron, mais la réforme, elle ne peut pas se faire sans le Sénat. Non, la réforme ne peut pas se faire sans le Sénat parce que on peut réduire le nombre de députés et le nombre de sénateurs. Sauf que la Constitution établit une sorte d'équilibre entre les deux. Ça résulte des articles 67 et 89 de la Constitution, qui sont les deux articles qui prévoient la réunion du Parlement dans son ensemble, soit en haute cour, l'article 67 pour la destitution du président de la République, soit en congrès pour la révision constitutionnelle. Et il y a un équilibre qui est fait de 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de députés, 1 tiers de sénateurs. Donc si on réduit une dizaine de députés ou une dizaine de sénateurs, là, on n'a pas besoin de faire les deux ensemble, mais lorsque l'on veut réduire substantiellement, il faut que les deux aillent ensemble. Or, la réduction du nombre de sénateurs est ce que l'on appelle une disposition organique spécifique relative au Sénat et spécifique au Sénat, et non une disposition constitutionnelle. Ça passe par la loi organique, mais comme elle est relative et spécifique au Sénat, elle demande l'accord, elle nécessite l'accord, l'aval du Sénat. Et comme cette réduction du nombre de sénateurs est bloquée, contrôlée par le Sénat, on ne pourrait pas réduire le nombre de députés sans réduire le nombre de sénateurs, et par conséquent, y compris sur la réduction du nombre de députés, cela passe par l'accord du Sénat qui peut donc en clair, bloquer. l'Élysée va être obligée de négocier avec le Sénat. L'Élysée va être obligée de négocier avec le Sénat. Si négociation possible, il y a. Et l'on voit encore aujourd'hui l'importance du Sénat qui, au lendemain de l'affaire Benalla, a montré sa nécessité, qu'il a, vous l'avez dit, a appelé les ministres de l'Intérieur et de l'Économie à être auditionnés demain. Ils viennent au Sénat et pas à l'Assemblée nationale. Tout cela prouve à quel point le Sénat est nécessaire à l'équilibre des pouvoirs dans notre démocratie. Et je ne suis pas certain que cette mesure initialement présentée comme populaire puisse effectivement aller jusqu'à son terme. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe de Rosier, qu'on retrouve d'ailleurs ses éclairages sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Jean-Philippe. On passe à la revue de presse dans un instant. À tout de suite. On démarre cette revue de presse avec La Voix du Nord, les violences en marge des manifestations à Paris, bien sûr. Et les photographes de La Voix du Nord qui étaient présents samedi sur les Champs-Élysées, le témoignent de la violence croissante des manifestations. Jusqu'où iront-ils? Édouard Philippe présentera aujourd'hui des propositions pour modifier les règles qui régissent l'engagement des forces de l'ordre dans les manifestations. Une réunion s'est tenue en urgence hier à Matignon autour du Premier ministre, en présence de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de Laurent Nunez, son secrétaire d'État. Les violences et les incidents de samedi ont abouti à 200 gardes à vue à Paris. Bien sûr. L'Indépendant de Perpignan, eh bien c'est 1 an après, c'est les attaques terroristes à Carcassonne et à Trèbes. 1 an après, la région se souvient, le 23 mars 2018, Radouane Lagdim sème la terreur à Carcassonne et à Trèbes. 4 personnes sont tuées dans cet attentat revendiqué par l'État islamique. 1 an après, le traumatisme est toujours présent, la douleur insupportable. Éric Ménassi s'en souvient, le maire de Trèbes s'exprime sur le processus de reconstruction après l'attentat. Voilà, la une de Presse Océan des journaux du groupe Ouest France. Littoral, le spectre de la marée noire, ils en ont connu d'autres. En Loire-Atlantique, le naufrage du Grande America ravive le souvenir de la catastrophe de l'Erika en 1999. Certaines villes ont déjà pris des mesures préventives. Des navires de la Marine nationale installent des barrages autour de la nappe d'hydrocarbures. Le Grande America, parti de Hambourg pour Casablanca, a coulé mardi à 330 km des côtes à l'ouest de La Rochelle, avec à son bord 365 containers, 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses, 2000 véhicules et 2200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes. Et puis, va-t-on vers une santé au rabais? C'est à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Les DNA des journaux du groupe Ebra, hôpitaux de proximité en débat justement. Le gouvernement veut créer 500 établissements sans chirurgie ni maternité, santé au rabais ou retour à une offre de soins dans des régions désertées par les médecins. Les élus locaux craignent une réforme au rabais. Les députés entament aujourd'hui l'examen du projet de loi réformant l'organisation du système de santé. Les débats s'annoncent tendus. Le projet de loi habilite le gouvernement à réviser la carte hospitalière par ordonnance. Il s'agira donc de labelliser entre 500 et 600 hôpitaux de proximité, recentrés sur la médecine générale, la gériatrie et la réadaptation, mais donc sans chirurgie ni maternité. Voilà, merci Saveria. On vous retrouve demain, évidemment, grosse actualité au Sénat avec l'audition de Christophe Castaner et de Bruno Le Maire. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc on vous attend demain avec impatience. Merci beaucoup. Nous, on continue. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et
dans les départements français des Outre-mer. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est également passé chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Et on se retrouve après, à tout de suite. Très bonne journée, à demain. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Des images de Paris violenté pour le 18e samedi consécutif. Et pendant ce temps, des photos d'un président ski au pied, en week-end dans les Pyrénées après sa tournée en Afrique. Voilà, en fait, des semaines que les organisateurs, ou en tout cas les meneurs des Gilets jaunes, expliquent que ça va être l'acte le plus il y avait un ultimatum dur depuis le 17 novembre. Et donc, on se dit qu'il choisit bizarrement ces moments pour aller au ski. Il est parfaitement au travail. Je crois que personne en France ne peut douter que le président de la République travaille plus qu'aucun de ses prédécesseurs. Les forces de l'ordre ont été débordées hier lors du 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Mais pourquoi? Polémique autour de l'organisation de la sécurité en cette journée sensible. Pour la première fois, l'ordre républicain n'est plus assuré au cœur de Paris. À aucun moment, l'État n'a baissé la tête à ce point-là, depuis très longtemps. Le gouvernement a pris des décisions de dissolution à l'égard de toute une série de groupuscules d'ultra-droite. Alors, c'est bien de le faire, mais il faut aussi le faire pour l'ultra-gauche. Je crois que maintenant, nous devons prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. Oui, il faut qu'on soit plus fort sur la sanction pénale. C'est pour ça que dans le texte de loi anti-casseurs qui sera appliqué très prochainement, il y a le renforcement du principe de casseur-payeur. Quand on les appelle assassins ou criminels potentiels... Vous trouvez normal de brûler un kiosque, vous trouvez normal de brûler une agence bancaire avec des familles qui vivent au-dessus? Bien sûr, ce sont des assassins en puissance. En puissance. Je ne minimise en rien la gravité de ce qui se passe. Et c'est effectivement effrayant. C'est flippant, pour le dire dans des termes plus... Bon, n'empêche que c'est pas pour ça qu'on doit se mettre à gouverner par le symbole et pas par le fond. Sur le fond, je répète, ça prendra du temps. Moi, je pense qu'il faut mettre autour de la table la maire de Paris, les maires d'arrondissement, les parlementaires et le gouvernement, parce qu'il va bien falloir que, face à cette violence nouvelle qui est complètement inégalée dans l'histoire récente parisienne, on puisse apporter des réponses aux Parisiens qui n'en peuvent plus. Ce qui a mis en colère les Français, c'est qu'on leur disait qu'il fallait agir pour le climat. Ils étaient d'accord ? Exactement, et très majoritairement. Mais ils ont compris aussi que, en fait, on prélevait sur la taxe carbone, via la taxe carbone, sur l'ensemble des Français, et que cet argent n'allait même pas financer la transition énergétique. En partie, en tout cas, pas totalement. 20%. Non mais vous vous rendez compte ? Ça veut dire que, en fait, on les prenait en fait pour des quiches. Voilà, c'est Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, qui sera notre invité politique demain dans Territoire d'Info. Passez une bonne journée, on se retrouve demain. Au revoir à tous.